la Monaco. Max Verstappen impérial à Imola, victoire, dépassement magistral sur Piastri, Red Bull est de retour au top. Non, les McLaren ne sont pas imbattables. Tentative d'explication. Pendant ce temps, Alpine rame avec un Colapinto dans le mur. Au-delà, où en est-on de l'affaire Hawks qui a réapparu à Imola? Quant à Ferrari, la Scuderia sauve l'honneur. À domicile avec une remontée spectaculaire d'Hamilton, mais Charles Leclerc apparaît de plus en plus frustré. Vasseur commence-t-il à sentir la pression? Parviendra-t-il à régler les problèmes chroniques des Rouges en qualif? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdo sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, chaque lundi, notez bien sur votre agenda. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, c'est important. Likez la vidéo, n'hésitez pas. Et si vous préférez l'audio, je vous rappelle que nous sommes également disponibles en podcast audio sur Apple Podcast, bien sûr, mais sur toutes les autres plateformes, Spotify et Deezer, notamment avec cette semaine comme fanat du paddock en plateau. Non, il n'est pas en plateau, il est en duplex. Il est la voix de la raison chaque semaine face aux positions souvent de mauvaise foi de nos chroniqueurs, il faut bien l'avouer, à notre team principal et ancien patron des écuries McLaren F1 et Lotus, monsieur Éric Boulier. Salut Éric. Bonjour à tous, salut Olivier. À mes côtés, celle que l'on surnomme DRS Queen, elle supporte Max Verstappen et Red Bull, elle a le grand sourire cette semaine. Justine Pélisson, bonjour Justine. Bonjour à tous, très heureuse d'être là et vive Max. Oui, on va se calmer, c'est le début de l'émission. À ses côtés, il tire la tronche, le supporter numéro 1 d'Alpine, Guillaume Pommier. Ça va, c'est pas trop dur, Guillaume? Bonjour à tous, non pas trop dur, et moi aussi je suis content d'être là pour défendre Alpine. Bon, il va falloir beaucoup de défense. En plateau également, il reste le fan numéro 1 de celui qui est surnommé par Guillaume l'élu, Lewis Hamilton, mais continue à supporter son écurie de cœur Mercedes. Monsieur Laurent Pantanat, salut Laurent. Bonjour tout le monde. En duplex, notre tifosi, le gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca, alias Pépone, qui a perdu les clés. Bonjour mon père. Bonjour à tous. Ça va, Pépone? Oh, c'est dur. Et quant à moi, je demeure un supporter de Fernando Alonso, mais je ne sais pas si on peut encore prononcer ce mot. Aston Martin, on va y revenir. Allez, un mot au sujet du sponsor de notre émission Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. C'est très simple, il suffit pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo, c'est juste en dessous. Et si vous écoutez en podcast audio, c'est dans la description. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, bien sûr. Et je vous rappelle aussi que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui est le sponsor de cette émission. Madame, messieurs. Radio check. Loud and clear. Et on enchaîne tout de suite avec les tops et les flops du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Quelle belle victoire ce week-end de Max Verstappen à Imola. Le pilote Red Bull a pris l'avantage au premier virage sur Oscar Piastri. Regardez le classement, Lando Norris se classe second devant Oscar Piastri. 4e, Lewis Hamilton, belle remontée du pilote britannique de la 2e place. Suivent Albon, Leclerc, Russell, Sainz, Hadjar et Tsunoda. Côté français, belle course de Hadjar, 9e, Gasly et 13e et Ocon a abandonné. Revenons donc au débrief de cette course à Imola. L'hymne batave a donc retenti pour la 4e fois d'affilée à Imola avec la victoire de Max Verstappen. C'est sa seconde victoire de la saison. Vos tops et vos flops pour ce Grand Prix, mesdames, messieurs, les amis. On commence avec Éric. Alors écoute, moi, j'aurais pu dire Verstappen, évidemment, parce qu'il a fait un week-end incroyable, mais je vais plutôt choisir de Williams. Ça fait maintenant, depuis le début de la saison, on voit que c'est régulièrement la 3e équipe du plateau. Et désolé pour Don Camillo, mais c'est vrai que voir Williams dépasser les Ferrari, ça faisait un peu drôle. On n'avait plus l'habitude depuis longtemps. Mais bon, en tout cas, on voit qu'Albon est régulièrement dans le top 5. Donc je tire mon chapeau à cette équipe qui, comme on dit, renaît de ses cendres. Alex Albon, tu l'as dit, s'est classé 5e. Carlos Sainz, lui, s'est classé 8e. Ça met vraiment en évidence les progrès significatifs, tu l'as dit, de l'écurie cette saison Williams.
Guillaume, c'est également ton top, Williams. Oui, je suis un peu comme Eric. On aurait pu évidemment mettre Verstappen qui a fait une véritable masterclass ce week-end, mais j'ai envie aussi de souligner les progrès de Williams. En fait, en début de saison, on s'est dit que Williams était au top du midfield, mais je me demande si c'est pas maintenant une top team en fait, et qu'on parle plus de Big Four mais de Big Five. Ils se battent de plus en plus avec les 4 plus grosses écuries. Et je pense qu'il y a 3 raisons à mettre en avant. La première, c'est au niveau gouvernance. C'est super clair avec James Walls qui... Il n'y a pas de problème de gouvernance, contrairement à d'autres équipes du midfield comme Alpine. Après, il y a je pense, un des meilleurs line-up du plateau avec Albon et Sainz. Je pense que c'est vraiment l'équipe la plus homogène du plateau aujourd'hui, entre les deux pilotes. Bon, après, il y a d'autres bons line-up, mais tu vois, l'année dernière, il y avait Albon et puis il y avait Sargent ou Colapinto. Là, tu as vraiment Sainz, donc tu as 2 vraiment pilotes hyper solides qui peuvent marquer des points à chaque Grand Prix si la voiture performe. Et puis la troisième raison, c'est la performance. Et je pense que Williams, depuis quelques années, on s'est dit, OK, c'est une fusée en ligne droite. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment bossé sur le châssis et au niveau aérodynamique, franchement, c'est plus qu'une fusée, quoi. Alors, ils sont peut-être un petit peu moins rapides en ligne droite, mais ils ont vraiment progressé au niveau aérodynamique, pardon. Et ça fait effectivement qu'aujourd'hui, c'est une équipe redoutable et si ça continue comme ça, oui, ils vont embêter plusieurs top teams jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'on peut parler même de la revanche de Carlos Sainz, Laurent, par rapport à le fait d'avoir été viré au profit d'Hamilton chez Ferrari? On en a déjà discuté plein de fois. Je pense que si tu as l'opportunité de signer Hamilton, tu le signes. Donc c'est dommage pour Sainz. On aime tous Sainz ici. J'ai l'impression que, moi j'aime beaucoup Sainz. C'est un pilote. Et puis moi je rappelle toujours ces faits statistiques. Hein. Chaque fois qu'il arrive dans une écurie, quand il est parti, l'écurie avait pris 2, 3, 4 places. Quoi. Donc est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas tout? Il a fait 4 écuries ou 5 et à chaque fois l'écurie est sortie de son passage. Alors c'est pas que lui. Ça veut dire qu'il fait peut-être des bons choix. Tu vois, on a souvent dit il fait des choix un peu trucs. Et ben paradoxalement, l'écurie... Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moteur Mercedes. Et tu te rends compte qu'il y a 3 moteurs Mercedes et tu as Russell qui se retrouve entre Albon et Sainz. Donc, tu vois, ça doit être encore plus frustrant pour Mercedes, dont je parlerai tout à l'heure, de te dire que tu as des écuries motorisées avec ton moteur, sachant que ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a 2 autres voitures devant avec un moteur Mercedes. Donc, Carlos qui a aussi fait une performance remarquable en se qualifiant ce week-end à la régulière, 6e sur la grille de départ, loin devant les Ferrari. Donc, et premier de Q2. Hein. Il a sorti en Q2, il a sorti un tour exceptionnel. Il a sorti les Ferrari. Et en fait, Sainz aurait pu faire un meilleur classement s'il ne s'était pas un peu trouvé sur la stratégie. Il s'arrête un peu tôt. Il est dans les pilotes en fait qui s'arrêtent un peu tôt et il aurait même. C'est l'écurie. Bien sûr, évidemment. Tous ceux qui sont avec la même stratégie qu'Albon, si tu veux, avec la même stratégie qu'Albon, il aurait, je pense, pu terminer encore plus haut. Malheureusement, on en reparlera d'Aston. Une petite réaction de notre paroissien, Monsieur Doncamille. Je voudrais tempérer les ardeurs de notre ami anglais représenté par Éric Boulier. Parce que quand même, dire que déjà Williams c'est la 3e écurie du plateau, ça me paraît un peu osé. Par contre, je suis ravi de résultat. Mais non, c'est un Grand Prix, il ne faut pas non plus. Mais je suis ravi de voir à quel point elle progresse, parce que c'est vraiment une écurie sympa, puis c'est une écurie historique de la Formule 1. Ouais. Pour le reste, calmons-nous un petit peu. Voilà. Justine, ton top cette semaine? Moi, c'est sans surprise Max Verstappen. J'ai eu une petite tristesse samedi soir alors qu'il avait signé, il partait 2e, donc il n'a pas signé la pole position. Il a frôlé la pole. Il s'est encore incliné derrière Piastri, mais il a fait un très très beau départ dimanche. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce magnifique Grand Prix, on voit un Piastri qui part très bien et surtout un Russell qui est 3e derrière Max, en fait qui est très agressif et du coup ce qui fait que Piastri voit arriver violemment Russell à ses côtés. Il ne voit pas Max qui est un peu occulté et en fait du coup Piastri va freiner pour essayer de bloquer assez tôt pour essayer de bloquer Russell. Et en fait quand on regarde l'étude du freinage, c'est Max qui a fait un très long freinage mais en fait un peu tardif. Ce qui fait qu'il a pris l'avantage sur le virage. Il a été une fois de plus audacieux, il a pris les risques. Et ce que j'aime, c'est que ce Grand Prix, elle a son image. C'est vraiment le Max que je pense qu'on adore. C'est ce talent, ce pilote qui est extrêmement talentueux, mais qui ose, qui prend des risques, qui est audacieux, qui nous surprend. Il est là, on l'attend pas. Je pense ça aurait pu être dangereux peut-être cette prise de risque, mais ça a payé vu qu'il a pris la pole position et au final, il a creusé un écart. Et il a gagné ce Grand Prix. Donc pour moi, c'est vraiment mon top. Et ça montre aussi le travail qui a été fait avec les ingénieurs de l'écurie autour de la voiture.
Parce que ce week-end, la Red Bull, elle a été extrêmement solide. On l'a vu aussi avec Yuki, malheureusement, qui a eu un petit accident, enfin, un gros accident. Mais voilà, non, mais je voulais... Voilà, on va reparler, je pense. Mais, il a satellisé sa Red Bull ce week-end. Totalement. Mais en tout cas, ça montre que la voiture, elle s'améliore de course en course. Et je trouve que c'est vraiment très encourageant pour le reste de la saison. Max reste dans la course, peut-être, pour être le leader du championnat. Et je ne pensais pas qu'il reviendrait ce week-end. Donc, beaucoup d'optimisme. Une chose est sûre, Christian Horner est toujours aux commandes de Red Bull. Il y a eu des rumeurs complètement dingues ce week-end. Cette année, rien comprendre. Il est là, tout va bien. Hein. Il est là, tout va bien. Il a long fleuve tranquille. L'annonce disait après Imola. Hein, donc, c'est maintenant. Hein. Vite, parce que le Grand Prix de Monaco, c'est dans quelques jours. Oh là là. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. C'est vrai que c'est un freinage anthologique. Donc, Ami, c'est aussi de la part de Verstappen. Vraiment, il a saisi. À chaque fois, il est toujours parfait. La partition est parfaite de Verstappen. C'est également ton top cette semaine. Oui, je dirais que malgré qu'il soit déjà au top, je trouve qu'il s'améliore. Il fait quasiment plus d'erreurs. Il est toujours à la limite de la limite de la limite. Il contient tout. C'est facile d'être parfait comme il y a 2 ans parce que la voiture est totalement au-dessus du plateau. Ici, c'est pas le cas. Ouais. Il n'a pas la meilleure voiture du plateau et il parvient à performer comme un fou furieux. Le dépassement, oui, c'est un dépassement d'anthologie, mais toute la gestion de la course est excellente. Donc, voilà, je dirais lui à 80%, et peut-être quand même Red Bull, comme on vient de dire, pour la partie. C'est une écurie qui, quand même, contrairement à Ferrari, qui est nulle le samedi et qui est bien meilleur le dimanche, Red Bull ne fait que s'améliorer du vendredi au dimanche. Et ça, c'est un signe de maturité et de... ils sont vraiment très forts. Et puis les évolutions de la Red Bull ont fonctionné ce week-end, on l'a dit avec Justine, Guillaume. Oui, et Justine et Alain ont parfaitement décrit la situation. Moi, je vais rajouter quelque chose sur Verstappen. En fait, là où tu vois la différence entre les pilotes classiques et les grands champions comme Verstappen, c'est que les grands champions sont là au moment vraiment hyper important dans le week-end. Et à chaque moment super important du week-end, Verstappen, il a élevé le niveau pour juste gagner la course. Donc, il fait une super qualif déjà, donc ça, il faut le souligner. Ensuite, le départ, c'est là en fait où il va chercher la victoire. Et puis le restart, après la safety car, où tu peux te dire, ok, j'avais 15-20 secondes d'avance, cette safety car, elle va ramener le McLaren juste derrière moi. Bah non, en fait, à aucun moment, si tu veux, on s'est dit qu'il était en danger. Alors qu'il avait, on lui avait entre guillemets pris l'écart qu'il avait justement conquis en course. Donc vraiment bravo à lui, quoi. C'est super pilote. Laurent, tu votes également Max pour tes tops. Ton top. Ouais, je vote Max. Pourtant, vous savez que c'est pas mon pilote préféré, mais je trouve que ce qu'il nous a montré sur cette course, c'est ce qu'on a envie de voir, quoi. C'est-à-dire l'audace et la réussite. J'écoutais le Grand Prix sur la RTBF, donc, qui était commenté par Gaëtan Vigneron et Thierry Boutsen, ancien pilote de Formule 1. Et les deux ont dit il va repartir dans le dernier, il va faire la relance dans le dernier virage. Et en fait, il l'a fait avant, et ils ont été surpris. Et c'est là aussi le génie de Max, tu vois. C'est de se dire, c'était risqué, hein. La voiture de sécurité, finalement, elle rapprochait tout le monde derrière lui. Et il a dit, je pars au moment où il considère opportun. Et finalement, on l'a pas revu, hein, tu vois. Donc, non, chapeau. Moi, je dis, tant mieux, hein. Et puis, pour la première fois depuis une éternité, si Eric veut également réagir, hein, à la fois pour les évolutions, et puis on laissera la parole également à Justine. Tu l'as appelé Max ? Attends, tu l'as appelé Max, mais il s'appelle Max ou Franz Hermann ? On y reviendra. L'écurie Red Bull a pour la première fois la saison marqué des points avec ses 2 pilotes. Ça fait une éternité, Justine, que ce n'était pas arrivé. Et puis on laissera la parole ensuite à Eric. Justine. Oui, non, tout à fait. Alors, comme on disait, Yuki Tsunoda, qui est donc maintenant le 2e paquet de l'écurie, a malheureusement eu un accident quand même qui était très impressionnant, au final, plus impressionnant que grave, le samedi. Et en fait, qui a donc dû s'élancer le dimanche, déjà dernier, en dernière place, et en plus des stands, donc très compliqué. Au final, avec la Virtual Safety Car et la Safety Car, ça lui a pas mal profité, puisqu'il a terminé dans le top 10, marquant ses premiers points, donc ce qui est hyper encourageant. Il était juste derrière Isaac Hadjar au classement de cette course. Donc, un point nommé pour lui, parce qu'Isaac Hadjar lui taille des croupières en ce moment. Exactement. Il se positionne comme un successeur potentiel. Et tout le monde ne cesse de saluer d'ailleurs le potentiel de Isaac, qui est donc sur l'écurie petite sœur Racing Bull. Donc, ça sera mon top dans un instant, mais n'allons pas trop vite. Eric, tu as une réaction au progrès de Red Bull ? Tout a été dit, hein. C'est clair que il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pression sur l'écurie, et notamment sur Pierre Vacher. Et ils amènent des pièces, mais ça, tout le monde le fait. Je pense qu'ils ont aussi renforcé un peu tous les secteurs, notamment simulation,
Ils ont aussi, dans la presse, beaucoup parlé d'avoir beaucoup travaillé sur le setup de la voiture, ce qui n'est pas habituel, on va dire, parce qu'en général, les simulations sont plutôt suivies. Donc là, il y a vraiment un travail de recherche de performance maximale. Oui, pour Yuki, par contre, je suis un peu moins statique, on va dire, comme on dit en anglais. Il fait le job, mais il est encore un peu loin, je trouve, de son équipier quand même. C'est sûr. Et au-delà, Eric, tu l'as dit, l'écurie Red Bull, bien qu'elle soit déstabilisée, on l'a vu, avec les rumeurs qui se sont multipliées ces dernières semaines, elle ne râche rien. McLaren n'est pas ou n'est plus imbattable, comme pouvait le laisser penser, notamment leur faculté à gérer la température des pneus, qui soulève beaucoup de rumeurs et d'interrogations, notamment de la part de Red Bull. Je vous rappelle la polémique sur le refroidissement des freins de McLaren. Selon Red Bull, McLaren utiliserait des matériaux à changement de phase thermique pour contrôler la température de ses freins. Un matériau qui pourrait devenir liquide, redevenir à l'état solide. Ton analyse, Eric, sur ce point? Écoute, c'est clair que de toute façon, McLaren a une avance sur les autres depuis l'année dernière, on l'a vu, notamment dans la gestion des pneus, la température des pneus. On voit à l'inverse Ferrari qui a du mal à sortir de cette fenêtre extrêmement réduite, étroite en tout cas, pour l'utilisation des pneus. Donc McLaren a trouvé quelque chose. Ils essayent tous de se copier, de toute façon c'est le jeu. Ils essayent de se déstabiliser à travers voie de presse ou même à travers des lettres à la FIA. Toujours est-il que Red Bull, même s'ils n'ont pas le même système aujourd'hui, sont capables effectivement de rivaliser, en tout cas avec un de leurs pilotes. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est surtout le fait que Max puisse prendre ses distances à au passant, après les ravitaillements et encore mieux après le redépart du safety car, où là, on l'a vu, il a pris ses distances tout de suite. Donc, ça veut dire qu'il a aussi de la performance et que les McLaren étaient un peu en déclin ce week-end. Donc, Camille, on sait que c'est une remarque, on a pris conscience de quelque chose l'autre jour lorsqu'on discutait ensemble en préparant cette émission. On se souvient que les difficultés nombreuses qu'avait eu McLaren il y a même pas un an et demi, lors des essais hivernaux, où ils avaient un énorme problème de frein, de surchauffe des freins, et apparemment ils travaillaient déjà à ce moment-là sur le long terme, et aujourd'hui ils en récoltent les fruits. Oui, et peut-être qu'ils sont tous en train de travailler là-dessus, parce qu'aujourd'hui, qui a des problèmes avec les freins, c'est Ferrari. Red Bull en a eu aussi, il n'en a plus, ou presque plus. Donc je crois ils ont tous trouvé un truc, mais McLaren l'a trouvé bien avant les autres, et donc a eu le temps d'en cueillir tous les fruits, ce qui est, pour autant que ce soit réglementaire, c'est très bien. Puis si c'est un trou dans la réglementation, ce qui est possible, ce sera corrigé vite. Donc voilà. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose autour des freins. Laurent, suite à la réclamation, il n'y a pas vraiment eu de réclamation d'ailleurs, mais il y a eu une inspection un peu par hasard de la part de la FIA, et la FIA n'a rien trouvé à dire sur la McLaren. Alors, il faut chercher de l'eau dans les pneus, quand même. C'est Red Bull qui avait dit ça. McLaren avait rigolé. Zach Brown avait sa bonbonne d'eau pour boire. Le truc, il avait écrit dessus rempli à l'eau de pneus. Et ils n'ont rien trouvé. Donc bon, après, Eric avait dit la semaine dernière, une petite phrase sibylline, mais il avait dit bon. Oui, je pense que c'est pas possible, c'est strictement interdit, ça serait trop facile de se faire gauler, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus quoi la phrase, mais qui est très courte au milieu de la discussion. Donc, Eric, ouais, tu confirmes? Mais au-delà, Eric, c'est le fait d'utiliser un système de refroidissement liquide pour les freins, c'est interdit par le règlement, et un système de changement de phase, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est également prévu par le règlement, et c'est interdit de pouvoir passer de l'état solide à l'état liquide. C'est également a priori prohibé par le règlement. Refroidir les freins et les pneus, c'est absolument évidemment interdit, ça c'est clair, et c'est bien écrit dans le règlement. L'histoire des matériaux, en fait, c'est un peu une zone grise parce que la FIA essaye de contrôler en fait même les matériaux, c'est l'utilisation des matériaux pour suite, si vous vous rappelez, à l'histoire du beryllium. Ouais. Il y a 20 ans, qui était donc cancérigène. La FIA en fait a mis en place une liste de matériaux qu'on ne peut pas utiliser, mais je pense c'était utilisé dans quoi, pour les cagoules? Les moteurs. Dans les moteurs, ouais. Rien à voir. Mais en fait, je pense que là, on est dans une zone grise où peut-être McLaren a trouvé un moyen d'utiliser un matériau qui n'est pas dans la liste des interdits. Ouais. Au-delà, on a vu que Norris s'en sort plutôt bien au terme de cette course, au vu de la qualif ratée ce week-end, Eric.
Il a vraiment retrouvé le sourire. Après, encore une fois, une qualification ratée. On le sent vraiment fragile cette année. Là où il était les années précédentes, où il survolait son coéquipier, cette année, les rôles sont inversés, en qualif en tout cas. Oui, en course, il est quand même toujours présent, puis il a un bon rythme de course. Je pense que c'est lui-même l'admet, de toute façon, qu'il n'est pas forcément très très bien dans sa tête en ce moment. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien, qui est très efficace en étant un peu dilettante. Et je crois que quand il a une grosse pression, là il y a Piastri et Max qui mettent une énorme pression, ça devient plus compliqué pour lui. Piastri reste encore le pilote le plus solide en apparence chez McLaren. Juste pour revenir sur la fin de la course, c'est vrai qu'on aurait pu penser que McLaren choisisse de changer les positions pour donner une chance à Norris d'aller chercher Verstappen, parce qu'on a salué en fait la relance de Verstappen qui était effectivement très bonne, mais il a aussi... Piastri a bloqué son coéquipier. Il a aussi construit l'écart après, parce que Norris a perdu clairement du temps derrière Piastri, il avait des pneus plus frais, et peut-être qu'il aurait pu mettre la pression sur Verstappen avec une décision de McLaren, mais le problème c'est qu'on est sur de la politique, on est sur de la gestion très fine des égos des pilotes, donc voilà, mais je pense qu'on peut quand même souligner ça aussi. Oui, c'est vrai que moi je trouve que c'est dommage, en l'occurrence il y avait une chance de victoire en laissant passer Norris. On a critiqué Ferrari la semaine dernière pour ça. De combat avec Max. McLaren a fait pareil. Moi, je n'ai pas critiqué. Je pense que c'est une erreur, à titre perso, c'est une erreur de la part de Piastri. C'est-à-dire que Norris a dit qu'il me laisse passer si j'arrive pas à doubler. Je lui rends la place. Et en fait, vu l'état des pneus, je pense que c'est très dur de prendre cette décision, mais ça aurait été la meilleure décision pour Piastri. Parce qu'en fait, s'il avait doublé, de toute manière, il se retrouve au même classement qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire 3e, hier, et s'il n'avait pas doublé, il se retrouvait second. Donc, pour Piastri, il y avait, vu l'état de ses pneus, encore une fois, qui était beaucoup plus usé, il y avait un intérêt. Dès que tu te rends compte que tu n'as pas ça, lui aurait dû être intelligent de dire, je vous propose qu'il me dépasse. S'il arrive à le doubler, tant mieux, c'est bon pour l'écurie. En plus, il aurait eu un joker pour la suite. Mais Laurent, comment tu fais si jamais en fait la Williams revient sur Piastri, le double, après Norris peut plus redonner la position. Tu vois, il y a toujours un risque aussi, quoi. Donc tu vois l'état d'esprit de Piastri qui est remonté, qui a fait une remontada incroyable, qui a fait tellement de dépassements, il est dans son élan. Il y aurait eu d'autres occasions de se rattraper. Mais Norris a fait une belle course, moi je retrouve un peu. Toi, tu poses la question à la radio. Elle est bonne ta question. Tu poses la question à la radio et tu dis quel est le risque qu'il revienne, et s'il revient pas, bam. De mon côté, mon top, on en parlait tout à l'heure, c'est le rookie français Isaac Hadjar, 9e en course, 9e en qualif. Ce que j'aime, c'est ce jeune pilote, c'est son attitude. On l'a vu déjà samedi et même dimanche. Beaucoup de pilotes se seraient plutôt ravis du résultat, 9e en qualif, mais il était très déçu à la fin de sa qualif, affirmant pouvoir atteindre la 5e place. Idem hier, lors du débrief du Grand Prix, après la course, on le sentait déçu de ne pas avoir visé plus haut. Il y a une énorme motivation sur ce garçon. Je pense qu'il a un énorme potentiel. Moi j'adore ça, j'adore cette mentalité. Tu vois, le gars, il est 9e, il surperforme par rapport à la voiture et par rapport à Lawson, et il n'est pas content. Il va toujours en fait chercher ce qui n'était pas bien. Et il ne va pas critiquer l'équipe, le trafic, non, c'est lui, c'est son pilotage. Et vraiment, j'adore cette mentalité-là. C'est comme ça qu'on progresse. Et pour finir, il aurait été, je pense, 7e sans la dernière safety car. Il était 7e au moment de la rentrée de la safety car, et clairement ça aurait été son meilleur résultat en fait en Formule 1. Il est vraiment solide. J'espère qu'il va pas aller sur la Red Bull trop vite finalement, parce que c'est très compliqué pour et je pense que je suis d'accord avec Eric, Tsunoda en vrai il est quand même très loin, il fait pas beaucoup mieux que Lawson en vrai, donc le prochain à y aller potentiellement c'est Hadjar, mais j'espère qu'il va pas y aller très rapidement. Pas aller trop vite. Allez, moment difficile pour toi Guillaume, on enchaîne avec les flops et on commence avec Eric. Oui, c'est pour avoir un débat avec Guillaume, Alpine évidemment. Parce que sur la piste et hors piste, c'est quand même pas terrible quoi. Ouais. Il n'y a pas de débat. Alors on parle du début chez Alpine de Franco Colapinto qui a remplacé Jack Doohan. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Colapinto, du jeune Argentin? Quelque part, on peut dire qu'il a bien fait. Malgré qu'il ait eu un crash, sachant qu'il n'a pas roulé depuis 6 mois, je veux dire, même s'il a fait 2-3 séances d'essai, c'est quand même un vrai circuit aussi. On a vu quand même plusieurs pilotes partir à la faute ce week-end, donc pas forcément cracher, mais en tout cas mettre les roues dans le bac à gravier. Donc c'est un vrai circuit, et puis la voiture ne doit pas être très facile à conduire non plus.
Donc, je ne vais pas dire qu'il a fait du bon boulot, mais il n'a pas fait non plus du mauvais boulot, quoi, on va dire, hein, pour quelqu'un qui revient après autant de mois. Bon, après, l'équipe, évidemment, on sait qu'elle est un peu encore chamboulée en ce moment. Donc on peut se dire. On va en parler, t'inquiète pas, c'est prévu. Ouais, je sais. Donc, et je pense que c'est pour ça. Ils savent pas trop encore où ils sont. Un week-end, ils peuvent être performants. Un week-end, ils le sont pas. Une séance d'essai, ils sont performants. Je pense qu'ils sont un petit peu perdus encore dans la recherche, en tout cas, et l'optimisation de la performance de leur voiture. Guillaume, on peut dire qu'il avait 5 Grands Prix pour convaincre. Il n'y en a plus que 4, l'ami. Ouais, il n'a pas fait un très bon week-end. Alors, avant de parler d'Alpine, peut-être un clin d'œil un peu du destin. Il y a 31 ans, en 94, on a eu 2 décès dans le week-end. Hein, donc, on rend aussi hommage à Ratzenberger et Senna. Et en fait, clin d'œil du destin, en fait. Tsunoda se sort à la chicane Villeneuve comme Ratzenberger et Colapinto se sort à Tamburello comme Senna. Et on voit que 31 ans après, avec les progrès de la sécurité, les deux en ressortent avec. Le circuit n'est pas la même courbe. C'est pas la même vitesse. Le tracé a été modifié, tu as bien raison de le souligner. Mais quand même, on peut juste se dire que il y a 31 ans, au même virage, il y a eu des drames. Et là, au final. C'est pas la même pilote, tu peux pas comparer. C'était impressionnant, mais si tu veux, il n'y a pas eu de drame. Voilà, bon, ça c'est un point. Point de diversion, mon cher. Voilà, un point de diversion. Mais Albine, c'était aussi ton flop. Alors oui, non, tu l'assumes, c'est bien. Oui, t'as failli pas mettre la veste aujourd'hui, Albine. Ouais, non, mais si tu veux, mais je reste supporter, bien sûr. Oui, après. On a cru quand même avec soi, à un moment donné, avec Gasly qui est en FP2. Non, mais en fait, on va séparer deux choses. Déjà, au niveau extra sportif, comme a rappelé Eric, c'est le bazar. Donc, il n'y a aucune continuité, il n'y a aucun. Il n'y a aucune ligne directrice, on ne sait pas trop où va l'écurie, ça change beaucoup. Moi j'espère que Eric Boulier, par exemple, pourrait revenir mettre de l'ordre dans la maison, mais écoute, on verra. Et après, il y a le niveau sportif. En fait, le niveau sportif, c'est un week-end qui est clairement raté. Et Eric l'a bien souligné, en fait, c'est une voiture qui est compliquée à comprendre. D'un circuit à l'autre, ou même d'une séance à l'autre, ça bouge. Le seul fait d'armes un peu positif de Alpine ce week-end, c'est Gasly, qui quand même va en Q3, se qualifie 10e. Je pense qu'il pouvait faire un peu mieux, mais le trafic n'a pas été bien géré pour son dernier tour en Q3. Mais par contre, après la course, c'est vraiment loin. Alors Gasly, lui aussi, il ne cède pas. Il fait une erreur un petit peu bête, en vrai. Quand il est à la lutte avec Leclerc, en fait, il se sort de la trajectoire et il va dans les graviers. Il passe de la 9e place à la 14e place en Grand Prix. Il est quand même vraiment mis en difficulté aussi à cause de ça. Et Colapinto, il est très neutre. Et en fait, ce qui sauve Colapinto, moi en vrai, je pense que Colapinto, il n'a pas fait mieux que Douane. Hein. Il n'a pas été très bon. Franchement, il a fait comme Douane, tu vois. Par contre, ce qui le sauve un peu, c'est que l'Alpine n'était vraiment pas bien au niveau performance et que Gasly n'a pas surperformé comme à d'autres week-ends. Donc en fait, il y a une perception de proximité entre les deux pilotes, mais je pense que c'est plutôt Gasly qui a raté son week-end plutôt que Colapinto qui a réussi le sien. Voilà. Disons que Colapinto, il a coûté un peu plus cher. Une partie de l'argent collecté par les sponsors de Colapinto sont partis à réparer la voiture. Il a donc encore 4 Grands Prix pour convaincre. C'est vrai qu'il s'est quand même qualifié en Q2. Il faut le souligner, avant de casser sa voiture, l'ami Colapinto. C'était marrant, d'ailleurs, c'était le premier message de radio qu'on a entendu au début du Grand Prix. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est Colapinto qui remerciait les équipes, son écurie. Et je trouve ça. Je ne savais pas si c'était pour faire un petit clin d'œil à Flavio en lui disant je suis là, je reste là. Flavio avait dit qu'il lui laisserait du temps, qu'il lui demandait que 2 choses, c'était de ne pas casser la voiture et de marquer des points. Donc bon. Il a contredit le propre communiqué de presse d'Alpine qui annonce 5 Grands Prix. En fait, non, il a autant de Grands Prix qu'il veut. S'il termine, s'il casse pas la voiture, c'est déjà fait. T'as Monaco qui arrive. Hein. Donc en fait, il n'y a pas eu beaucoup de confiance accumulée chez Colapinto. Hein. Alors, on reste sur Alpine. On a eu des nouvelles, Laurent d'Olivero. Attends, juste sur Alpine, 2 choses quand même. Leclerc a sorti quand même 2 pilotes, involontairement ou volontairement, puisque Gasly s'est retrouvé dans les graviers. Et Gasly s'est sorti tout seul. Non, je sais. Et il y en a qui disent qu'Albon aussi s'est sorti tout seul. Non, il a un peu aidé. D'abord, c'est très intéressant parce que quand moi j'écoutais donc sur la RTBF, j'ai écouté Canal+ et la RTBF. Sur Canal+, c'était mais il a sorti, c'est normal qu'il rentre la place. Et sur RTBF, Boutsen et Vigneron disaient non, ils se tirent, c'est vraiment, ils sont vraiment proches. La porte du truc, c'est très intéressant. On n'était pas du tout. Il y avait la place pour passer. Non, la surprise c'était Oliver Rox, quoi. La surprise c'était alors qu'on le croyait caché, disparu on l'a des annoncé radars. À Dubaï, il est parti directement de Miami après sa démission. Oliver Rox, qui était le team principal de nos amis d'Alpine, il est parti directement de Miami à Dubaï. On pensait que c'était pour fuir. A priori, la seule chose qui est sûre, c'est que son frère est en prison, mais lui était visible en tout cas à Imola. C'est le
C'est le photographe australien Kim Hillman, qui est très connu du milieu, et qui est très connu sur Instagram et TikTok, qui a beaucoup de followers, qui a un peu discuté, échangé avec lui. YouTube aussi. Alors, il n'aurait, je cite, pas fui à Dubaï. La preuve, il était à Imola. Il serait donc ensuite rentré, il serait parti à Dubaï pour checker les voitures qui étaient là-bas dans la région, parce qu'il y avait eu un Grand Prix à ce moment-là en F4. Il est rentré en Angleterre ensuite avant de venir à Imola par un vote commercial. Donc voilà, il n'y a pas de polémique a priori de poursuite pour le moment. Et il a aussi démenti, Eric, que les voitures avaient été saisies, puisque les voitures ont couru en F2 et en F3. Oui, alors je confirme ce que tu dis. En fait, Hightech vient de signer ou va signer un contrat. Donc, ils vont s'occuper du championnat de F4 en Arabie Saoudite. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est rentré à Dubaï. Mais après, effectivement, il est rentré en Angleterre. Il a été entendu par la police puisqu'il était, je crois, témoin, je sais pas quoi. Donc, il a dû passer, mais il a juste fait sa déposition, puis il est reparti. Et il a repris ses affaires comme d'habitude. Voilà, donc il est arrivé à Imola et il s'occupait de sa F2, CF2 et CF3. On enchaîne avec un mot sur le meilleur ami de Don Camillo, Flavio Briatore. Alpine F1, Flavio. Don Camillo a clarifié la position de Flavio au sein de l'équipe. Il n'est pas officiellement nommé directeur d'équipe, Flavio, pour le moment. Mais il n'est pas salarié. Il n'est pas salarié, il ne peut pas. Puis, à mon avis, ça ferait quand même très, très mauvais genre, quoi. J'ai bien aimé le silence très diplomatique lors de l'interview avec Canal par rapport à Flavio. Ça, c'était pas mal quand même. C'est tout ce qui n'était pas dit qui est intéressant, ou les questions qui n'étaient pas posées qui étaient intéressantes. Le non-dit, parfois, est très efficace. Oui, mon cher Laurent. Il y a eu un dîner des teams principales, et il était dedans. D'accord. Bon, enfin, c'est pas les FIA. Et si tu regardes, il y a quelqu'un qui se cache à moitié, qui est juste derrière Domenicali. C'est Luca Di Meo. J'ai pas vu sur la photo, d'accord. Personne ne l'a remarqué, mais quand tu regardes la photo, il y a quelqu'un qui est à moitié caché, qui est juste derrière Domenicali. En fait, c'est Luca Di Meo. Donc, ça prouve que ça n'a pas changé, qu'il y a un mélange des genres, qu'il y a trop de chefs et pas les bons chefs, surtout. D'accord, super, bonne info, merci. Eric revient. Et officiellement, c'est Dave, en attendant Eric. C'est Dave Greenwood. Entre Flavio et Luca Di Meo, merci. Ça va pas être simple. Tu aurais une Alpine de fonction. Bon, bref. C'est Dave Greenwood qui occupe officiellement le rôle de représentant officiel auprès de la FIA. Un peu vert, non ? Oui, et puis il est fait de bois. Justine, ton flop cette semaine ? Pas grand-chose à dire. Tu veux discuter avec ton voisin, c'est ça ? Non, pas du tout. Mais moi, je te rejoins. Jamais avec Non, je crois qu'on est d'accord. Là, c'était sur l'écurie As en général, mais surtout Esteban Ocon qui a fait un do not finish, qui a eu son moteur. Il a une problématique de moteur qu'il a lâché. Très abattu. Très abattu. On le sentait vraiment. Enfin, il comprenait pas ce qui se passait dans sa voiture, mais il disait que de toute façon, même après les qualifs, qu'ils étaient très mal partis. Donc, il s'attendait pas à avoir une course intéressante. Et Oliver Berman, son coéquipier, pareil, a terminé 17e. Donc, on les a vus nulle part, Léa. C'est assez préoccupant. C'est très préoccupant. Vu les moyens de l'écurie, on se demande s'ils auront vraiment les moyens de rebondir. Mais en fait, c'est un peu un week-end sur deux, quoi. C'est un week-end, ça marche, un week-end, ça marche pas. Et puis, quand ça marche, c'est une fois Ocon, une fois Birman. Donc, il n'y a pas beaucoup de régularité dans l'écurie. En fait, je pense que leur problème... Non, mais vas-y, je vous rappelle que c'est quand même une voiture qui est conçue à Maranello. Un plan sur Don Camillo, s'il vous plaît. Et comme par hasard, ils ont les mêmes problèmes. Et comme par hasard, ils ont les mêmes problèmes que Maranello, c'est-à-dire que pour faire fonctionner les pneus, c'est compliqué. Voilà. Non, et toi qui connais bien Ocon... Au cas où, il n'y a pas que. Si on regarde Mercedes, c'est pareil. Si on regarde Alpine, c'est pareil. Je pense que les pneus Pirelli sont difficiles à gérer et que les deux seules écuries qui arrivent de manière régulière, c'est les deux de devant. C'est Red Bull et ils ont les mêmes pneus. Oui, non, mais le pneu Pirelli est difficile à gérer pour tout le monde. Regarde ce qui s'est passé avec Mercedes, qui est mon flop en essai, et c'est une catastrophe en course. Donc voilà. Mon père, alors, puisque vous avez la parole et que vous voulez cracher au visage de Mercedes, allez-y, c'est votre flop. Bon, on n'a pas parlé de cracher au visage, on a parlé de constat. Mercedes, c'est l'inverse de Ferrari, qui était très bon avant en essai et pas bon en course. Et là, c'est pas la première fois où là, c'est compliqué en course et où on les retrouve presque à l'agonie. Voilà. Mais je crois que fondamentalement, il y a un problème pour toutes les écuries, hormis les deux premières,
pour arriver à gérer les pneus Pirelli. Et les pneus Pirelli qui étaient particulièrement spéciaux ici, puisque les softs n'étaient pas bien meilleurs que les médiums étaient quasiment des hards, et les hards étaient quasiment des médiums. Donc là, il y a un mélange des genres. Bon, mais au bout du compte, ça fait des courses sympas. Donc, la faute de Pirelli, quoi, en gros. J'ai pas dit que c'était la faute de Pirelli. C'est très Ferrari de. C'est pas Ferrari, c'est Pirelli. C'est juste le i qui est en commun. Non, il faut quand même. Il faut quand même reconnaître. Et là, vous avez la critique facile. Mais ce que dit Alain, c'est intéressant. Oui. C'est on a une. Ah bon? Inconsistance dans le comportement des pneus. Là, on avait des pneus tendres qui tenaient pas un tour. On avait des médiums qui marchaient mieux que des durs, qui marchaient mieux que des médiums, pardon. Ouais. On avait Russell, il s'est qualifié de 3e avec des médiums. Parce que Pirelli avait introduit aussi la gamme la plus tendre pour les softs, donc je pense que ça. Et le pneu n'était pas très très connu encore. En fait, les médiums c'était des softs en fait. Mais voilà. Les pneus rouges en fait étaient la gamme la plus tendre en fait. Ouais. En tout cas, imagine-toi que pour moi, j'ai pas l'impression que Imola soit un circuit qui tue les pneus. Et là, il tenait carrément pas un tour, quoi. Bon, mais bon, au bout du compte, ça fait des choses marrantes et c'est les deux meilleures écuries qui sont devant. Voilà. En tout cas, ça crée de l'animation et l'enjeu est du suspense. En tout cas, c'est aussi ton flop Mercedes. Pourtant, c'est ton écurie de cœur, Laurent. Les évolutions, pourtant, il y en avait ce week-end, n'ont pas fonctionné. Pourquoi ton flop? Alors, mon flop pour plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, c'était très bien de se qualifier 3e avec Russell. Antonelli, qui avait certainement une grosse pression sur les épaules, il s'est qualifié 13e, donc tu vois, ce que je veux dire, c'est grosse déception. Il a bien résisté à Hamilton durant la course. Ouais, il a résisté. Non, c'est pas mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est un circuit qui est pas facile pour doubler, donc il a résisté autant qu'il pouvait, et puis à un moment donné, il s'est fait passer, et au moment où Hamilton est passé, on n'a plus vu Hamilton, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est sûr. Après, ils ont quand même une panne. On dit, rappelle-toi, il y a quelques années, on disait, c'est les seuls qui n'ont pas eu de casse moteur sur. Là, ils ont quand même une panne, mais ils t'arrêtent la voiture en race campagne, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc provoque à nouveau une voiture. Et d'ailleurs, il y a un vrai. Excuse-moi, du coup, mais il y a un vrai. T'en as pas parlé, je pense, on va pas en parler dans l'émission, mais il y a un vrai sujet. Moi, je me suis fait la réflexion. Faire 2 heures d'émission. Hein, mais je veux dire, c'est que, en vrai, pourquoi en fait, pourquoi on a une virtual safety car la première fois et une safety car deuxième. Alors moi, Antonelli s'arrête un peu plus haut dans la ligne droite à Tosa que Ocon, mais tu peux dire quand même, on parle en fait d'harmonisation de la réglementation. Moi, je me suis posé la question directement, tu vois. Et elle était longue. Il y a eu un effet d'apprentissage. La FCC s'est dit, oh là là, virtual safety car, c'était vraiment trop long. Si on met la safety car, ce que tu te dis, quoi, à un quart d'heure d'intervalle, quasiment au même endroit, t'as pas la même décision, quoi. Voilà. Après, est-ce que Antonelli n'aurait pas dû, vu que le moteur était se garer immédiatement juste après la sortie, parce qu'il n'était pas si loin que ça. Non, c'est dommage, parce que ça reste la 3e écurie du plateau aujourd'hui en termes de classement écurie. Et là, ils perdent des points, ils perdent... Toto Wolff n'était pas là. Il était aux États-Unis pour son fils qui était diplômé. C'est intéressant parce qu'il a envoyé un message WhatsApp vidéo qui a été filmé et diffusé. Et donc, il explique à Andrea, écoute, Andrea, il faut à tout prix que tu vas avoir la pression sur les épaules, il faut que tu te battes et tout ça. Je ne serai pas là. Et je ne serai pas là. Et tu as Russell, George, qui fait oui, et moi, tu me dis rien pour moi. Et là, Toto lui répond, mais de manière très sèche, écoute mec, tu as 27 ans, tu es le leader, tu es le seigneur de cette écurie, le gamin il a 18 ans, tu as gagné des trucs, donc s'il te plaît, et j'ai trouvé ça, donc j'ai trouvé ça assez étonnant dans le truc, mais tu vois qu'il fasse, voilà, un peu la pleureuse. Alors Oui. Non, vas-y, en plus... Pour corroborer ce que tu dis, effectivement, Russell n'a toujours pas signé de nouveau contrat. Alors, et il se dit qu'il est en discussion avec Cadillac. Avec Pérez. Moi, j'avais cru qu'il avait re-signé déjà chez Mercedes. Non. Non. Je crois, les amis. Je crois qu'il a re-signé. Je suis pas sûr. Pas sûr. Dites-nous dans les commentaires. Allez, de mon côté, mon top, c'est aussi mon flop, c'est aussi un flop, mais aussi un petit espoir. C'est Aston Martin. Mais oui. Et oui. Alors, le flop, c'est pas Aston Martin. Je vois pas l'espoir. Vas-y, explique-moi l'espoir. Parce que stratégie brillante en qualif, en chaussant les pneus médiums en Q3, ça a marché. Alonso s'est qualifié 5e sur la grille, brillamment. Lance Stroll 8e. Donc par contre, ils sont plantés encore sur le niveau qualif. J'ai pas compris, Eric. Ils étaient obligés de s'arrêter si tôt avec les médiums, comme ils sont partis en médium. Tu as compris la stratégie de ton côté ? Non, pas vraiment. Je pense que c'est une écurie qui est encore en train de se chercher. Et puis là, avec l'arrivée donc du nouveau patron,
Je pense que c'est ça, en fait. Ils se cherchent un peu et ils ont peut-être pas encore tout à fait les bonnes infos. Et à ce stade-là, on préfère être prudent. Et malheureusement, la prudence, des fois, elle coûte cher. Ouais. Pourtant, elle avait bien progressé ce week-end. Hein. C'est l'une des écuries qui a apporté le plus d'évolution. Il n'y en a pas moins de 7. Hein. Un nouveau plancher, une nouvelle carrosserie supérieure, un nouveau fond plat, etc., etc. Puis j'ai bien aimé l'anecdote d'Adrien Newey. Je ne sais pas si vous avez vu ça ce week-end. Je crois que c'était sur le site Motorsport, qui une petite interview qui racontait qu'effectivement, il était vraiment concentré sur le règlement de 2026. Il disait, alors le journaliste le relance, mais vous n'allez pas travailler sur la 2025 ? Non, j'ai pas le temps. Oui, alors j'ai déjeuné hier avec l'équipe 2025, je leur ai donné 2-3 conseils, boum, boum, et ils sont 5e en qualif. Donc ça promet, croyez-moi, pour l'année prochaine. Ce que j'ai aimé aussi, c'est ce qu'il disait sur les moyens techniques mis à sa disposition. Alors je reste un peu sur Aston Martin, un petit moment, on n'en parle jamais, donc j'en profite, je suis fan. Il estime que c'est certainement l'écurie qui a le plus de moyens ou l'une des mieux placées en termes de moyens techniques, notamment avec la nouvelle soufflerie. Mais de manière un peu sibylline, il raconte que lui, il a été champion du monde pendant des années alors qu'il avait, je dirais, une soufflerie loin d'être la meilleure du plateau, ce qui m'a assez surpris quand on sait l'avance qu'avait en matière d'aérodynamique l'écurie Red Bull. Et ce qui manque, c'était des seniors, des gens qui avaient une vraie expérience, et que c'est ça qu'il faut muscler au sein d'Aston Martin. Ça t'a étonné, cette petite remarque, en disant, mais on avait en gros une soufflerie pourrie, mais on a été champion du monde avec Red Bull. Ça fait faire plaisir à Ferrari, ça. C'est pas tout à fait vrai, quand même. Hein. Il y a 10 ans, c'était sûrement la meilleure soufflerie, sauf qu'ils n'ont peut-être pas fait les investissements nécessaires sur les 9 dernières années. Néanmoins, si on peut considérer la soufflerie de McLaren ou même de Alpine, puisque c'est les deux que je connais, je peux vous dire qu'elles étaient beaucoup moins bien que celles de Red Bull, quoi. Donc, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure face à Aston Martin ou Ferrari ou Mercedes, mais bon, quand même, c'était pas mal quand même. Voilà pour vos tops et vos flops au classement pilote. Bilan de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Regardez, Piastri au championnat du monde conserve la tête du championnat avec 146 points. Lando Norris est second avec 133 points. Max Verstappen est troisième avec 124 points, à 9 points de la seconde place et 22 points de Piastri. Le premier français, c'est toujours Esteban Ocon qui est 9e. Au classement constructeur cette fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de 25 points entre le premier et le troisième. Ouais. Donc, tu vois, c'est une victoire et les autres qui ne marquent pas de points. Donc, il reste 2 tiers de championnat. Donc c'est pas gagné. Tu vas dire, là, faire un pari maintenant sur Winamax, c'est chaud. On fait quand même. Il y a de quoi gagner. Avec potentiellement exactement. Il y a de l'enjeu, quoi. Il y a vrai enjeu, quoi. C'est aller sur Winamax. Et attention, parce que Aston revient, donc on n'est pas prêt. Il y a peut-être Alonso qui va redébarquer. Non, ça, je crois pas. Non. C'est pas gentil. Ou l'élu, excusez-moi. L'élu va gagner le championnat du monde. Belle course de l'élu, on va en parler dans un instant. Au classement constructeur, McLaren conserve la tête avec 279 points. Mercedes est second avec 132 points de retard. Red Bull est troisième avec 148 points de retard. Et McLaren, sur McLaren et 16 sur Mercedes. Ferrari est seulement quatrième, donc Camille, avec 165 points de retard sur l'écurie de Woking. Voilà, je crois que tout est dit. Côté français, Alpine est 9e avec 7 points. Oui, c'est ça. On attend une belle remontada d'ici la fin de la saison pour faire plaisir à Guillaume. Pour revenir sur Red Bull 131 points, comme toujours, avec quasiment l'intégralité des points marqués par Max. C'est ça qui est fascinant quand même. C'est ça qui est fou. Est-ce que vous ne pensez pas que Verstappen peut nous faire une Raikkonen 2007 parce que les McLaren vont se partager les points, quoi. Peut-être, vous savez. On est encore trop tôt pour le dire, mais pour l'instant, s'il n'y a pas de consigne d'équipe, potentiellement, ce serait intéressant. Si Yuki peut grignoter parfois 1 ou 2 points, ce serait quand même constructif. Alors vraiment grignoter, mais c'est 1 ou 2 points. C'est pas ça ce qu'il dit. Non, je sais pas. Ce qu'il dit, c'est que les deux à l'avant se tirent la bourre et ils marquent des points entre eux. Et l'autre, finalement, il marque ses points. Non, mais ça qui est intéressant, c'est que lui. Et là, c'est. So box. Allez, mesdames, messieurs, gros plan présent sur Ferrari. Donc, amis, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. La Scuderia sauve l'honneur après des qualifications, comment dire, cauchemardesques. Ça va donc, Camille ? Si on veut, oui. Allez, belle course quand même des Ferrari et Imola avec une superbe, on peut le dire, remontée d'Hamilton qui passe de la 12e à la 4e position. C'est encourageant donc, Camille. Disons que ce qui est le plus encourageant, c'est de regarder les temps en course. C'est ça qui est important parce que quand Max était au-dessus du lot, on voyait les Ferrari, en tout cas Charles à ce moment-là, qui tenait le rythme. Donc,
Rythme en course, il est plutôt bon. Par contre, Ferrari catastrophe aux essais et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, mais très compliqué. Cela reste le talon d'Achille de la Scuderia, donc la qualification, alors que c'était son point fort l'année dernière. Trop loin, alors qu'ils étaient vraiment super performants et ont bien tenu leurs pneus ce week-end. Et là, pour le coup, c'est impossible parce qu'il n'y a qu'à entendre les pilotes de McLaren quand ils disent dirty air, Ferrari, il a du dirty air tout le temps. Là, pour le coup, je trouve que la stratégie, pour moi, à tout niveau chez Ferrari était excellente, du début jusqu'à la fin de la course, même de faire rentrer Charles très tôt pour éviter justement d'être coincé par rapport aux voitures qui étaient devant lui. Et après, il est revenu comme un boulet. Je dirais stratégie pendant la course parfait. Les deux pilotes pendant la course parfait. Charles n'est plus naïf comme il a pu l'être en Azerbaïdjan face à Piastri. Il se laisse plus faire, très bien. Et puis Lewis, alors là, il n'y avait qu'à voir son sourire à la fin de la course. Mais en même temps, oui, regardez les temps. Il est maintenant au niveau de Charles. Et ça change beaucoup. Pas qu'il va dépasser Charles, mais pour la motivation de Lewis, pour la motivation de l'équipe, c'est un grand moteur. Donc je dirais, il y a des bons points et puis des mauvais points, mais tant que le problème des essais ne sera pas résolu, ce sera une catastrophe. Alors comment on peut résoudre ce problème, Eric? C'est pas facile, vraiment, pour Fred Vasseur, car il n'y a pas vraiment de lacune particulière, il n'y a pas de gros manque de cette voiture. C'est difficile de pointer du doigt un domaine particulier où elle pêche, quoi. Mais il n'y a pas de domaine particulier, c'est qu'elle n'est pas assez performante aujourd'hui pour leur permettre d'être confortablement installés dans ce qu'on appelle la zone de fonctionnement ou de performance des pneumatiques. Et donc, du coup, qualif, en tout cas. En qualif, en tout cas, oui. Donc, c'est extrêmement compliqué parce que là, ça veut dire qu'il faut améliorer la voiture partout. Suspension, aéro et partout. Et donc, ça veut dire beaucoup de travail et beaucoup de prise de tête. Et on connaît Ferrari et la pression inhérente sur son chef. Donc, effectivement, c'est pas agréable de travailler avec une pression comme celle-là. Mais ils n'ont pas le choix. Il faut plus de travail et rendre la voiture plus performante. En tout cas, la pression, c'est vrai, est montée en Italie ce week-end, Laurent, notamment sur Fred Vasseur. Et son nouveau directeur technique venu de Mercedes, que tu connais bien, il s'agit de Loïc Serra. Ouais. Ils jouent surtout, parce que juste pour donner de l'écho à ce que dit Eric, ils ont changé leur suspension avant en ayant une approche qui était complètement à l'opposé de celle de l'année dernière. C'est les écuries qui a été le plus lent maintenant. Tout à fait. Alors, il y a un journaliste bien renseigné qui a dit qu'ils étaient en train de travailler sur la suspension arrière. Il a interviewé Fred Vasseur, qui l'a défoncé en mode Vasseur. Donc, mais le journaliste, tu vois, qui est sorti en ayant pris des coups de bâton, il a dit « Ouais, mais les gens qui m'ont renseigné m'ont quand même bien renseigné. » Donc, du coup, il y a certainement quelque chose aussi sur la suspension arrière. C'est... Loïc Serra, donc, qui est l'ancien patron technique de Mercedes. Qui a rejoint la Scuderia en octobre dernier, c'est peut-être un peu tôt pour vraiment. Et c'est pas lui, c'est pas sa voiture. C'est pas sa voiture en plus, c'est pas sa voiture. Non, c'est pas sa voiture. Ouais. C'est la voiture d'Enrico Cardi, et qui, soit dit en passant, est parti chez Aston. C'est bon, pas de commentaire. Aïe. Merci, bonne pioche, les gars. Oui. Non, et voilà, et maintenant, c'est Fred qui a sorti, c'est 90% la voiture de Cardi. C'est en même temps pour faire descendre la pression par rapport à Loïc Serra, qui a priori en prenait beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Est-ce que, on parlait de Fred Vasseur à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de com de la part de Fred? Alors, on ne le connaît pas personnellement, on l'a croisé 3 minutes sur la grille de départ, ou la ligne d'arrivée du Grand Prix historique. Il a été adorable, mais on sentait quand même à chaque fois une manière de se positionner, de parler. On a parlé des rumeurs également, de choses comme ça avec lui. Un petit peu, une manière de communiquer qui est parfois particulière. C'est le Luc Julia de la Formule 1. Oui, le Luc Julia, il faut regarder, on refait le Max, c'est le papa de Siri. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit revoir un petit peu sa com? Moi, j'aime bien parce que c'est frais, il est en dehors des canons de la Formule 1, mais d'un autre côté, par moment, c'est parfois un petit peu maladroit, je trouve, sa manière de communiquer. Moi, je le trouve plutôt bon dans sa manière de communiquer, Vasseur, et je pense que ce sera un écran de fumée de penser que le problème de Ferrari, c'est la com de Vasseur. Le problème de Ferrari, c'est la performance de la voiture. Non, mais... et en fait... Ça te prend un drapeau jaune. D'ailleurs, ça me prend un drapeau jaune. Voilà.
Non, mais c'est un problème de performance. Et en fait, c'est un problème de performance pour les pilotes. La FIA, moi. Et en fait, c'est un problème de frustration chez les suiveurs, et notamment chez les fans comme Don Camillo. Parce qu'en fait, Don Camillo et les Ferraristes étaient restés sur une impression de domination de Ferrari en deuxième partie de saison l'année dernière. Et puis avec l'arrivée d'Hamilton, on s'était dit l'élu, tiens, cette semaine. On s'était dit que... Il a peur. C'est une fragilista. La rudesse de tes propos n'a d'égal que ta frustration par rapport à Alpine. Donc je te pardonne. Mais pas du tout. Mais en fait, le problème, c'est que les Ferraristes pensaient avoir la meilleure voiture et le line-up de légende qui allait redonner à la Scuderia son lustre d'antan, et la Scuderia allait être championne du monde. C'était ça, c'était l'année avec effectivement Leclerc et Hamilton. Et je pense que le problème en fait d'Alain et ses amis, c'est en fait que ils sont frustrés parce que la voiture est juste pas performante, elle manque de performance, et clairement c'est en qualif, mais oui, ce week-end en qualif. Mais bon, voilà, je pense que c'est la 4e ou 5e. C'est pas ce week-end, enfin en qualif tout le temps, mais en course, effectivement, ça va. Mais quand on n'est pas bien en qualif. C'est pour ça que je dis ce week-end. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être compliqué à Monaco. Ah, alors là, oui. Et en plus, avec une voiture qui a un empattement plus long, ça ne va pas arranger le truc. Donc voilà. Parlons justement de Leclerc, auteur d'une belle course, mais piégé par la voiture de sécurité. Il se classe 6e. Est-ce que déjà, à froid, avec un peu de recul, est-ce que vous pensez qu'Hamilton, par son arrêt au stand, a ruiné la course de Leclerc? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette question-là? Non, c'est beaucoup trop fort de dire ça. Non, mais non, Olivier. Tu défends l'élu. Non, je pense qu'Hamilton a fait une très belle course pour le coup. Non, mais je suis objectif. Donc, c'est pas déconner non plus. Non, mais il finit 4e. Je pense qu'il a disons que les faits de course l'ont plutôt aidé. Mais il a quand même fait une belle course. Non, mais les faits de course ont plus aidé Hamilton que Leclerc. Il a été décevant. D'ailleurs, Leclerc a dit qu'il était très malchanceux. Ouais, faut y revenir. On va aller des petits gros mots à la radio. On va y revenir. Donc Camille, il n'avait pas de pneu, c'est ça, pour pouvoir rentrer en fait. Bah oui, exactement. Donc il y a pas à se plaindre vraiment. On sait que Charles, s'il gagne pas, il est frustré. Donc, mais c'est bien en soi. Max fait pareil, donc quand même. Mais bon, voilà, ça ne va pas. Il faut aller. Et effectivement, je crains le pire pour Monaco, ça c'est clair. Alors, ce qui m'a frappé justement à la fin de la course, c'était vraiment une différence d'attitude entre Leclerc et Hamilton. Ouais. Alors, je sais qu'il y a l'adrénaline après la fin de la course, mais Leclerc s'est montré de nouveau très très frustré à la radio en fin de course, enchaînant les échanges, sachant qu'il sait qu'il est écouté, il sait que son ingénieur de piste lui dit on en parlera plus tard, et il en rajoute, c'est plus fort que lui. En interview avec Cana, il a été très sec, notamment sur ses chances à Monaco, en disant non, qu'il n'avait pas de chance à Monaco. Donc on le sent très très frustré par rapport à Hamilton, qui lui était statique. Il a pris un pied de dingue ce week-end, et il s'est rassuré, Eric, on peut le dire. Mais d'un autre côté, on sent le Hamilton qui commence à travailler sa com. On l'a vu avec les tifosi à l'arrivée, prenant presque un bain de foule. Et peu à peu, peut-être, prendre le pouvoir au sein de cette écurie qui était acquise à Leclerc. Je pense que tu vas un peu vite en besogne, là, quand même. Mais bon... ce qui est sûr, c'est que Lewis, effectivement, avait annoncé et très calmement, et puis, je dirais pas que c'est l'élu, the GOAT, comme on dit, mais c'est qu'il est quand même... il prend son temps, et petit à petit, je pense qu'il commence à imprégner, effectivement, Ferrari. Charles a le déficit, je peux m'exprimer comme ça, d'avoir été chez Ferrari depuis déjà plusieurs années. Un comportement un petit peu enfant gâté des fois, et du coup je pense que ça peut agacer un petit peu en interne, et donc Lewis en profite pour effectivement se positionner, c'est le jeu, mais n'empêche qu'effectivement faire cohabiter les deux, ça va être compliqué, et je pense que Charles, il faut qu'il monte un petit peu d'un cran, je dirais, sa façon de gérer ses frustrations. Camille, oui. Moi, je calmerais un peu le truc. Ça me fait penser à ces phrases de Lando Norris, où vous disiez qu'il va être champion du monde au début de la saison parce qu'il a dit que là, il allait changer de comportement. On voit où il en est aujourd'hui. Faut pas exagérer, quoi. Et moi, je vais dire un truc. Quand on a deux pilotes de la trempe de Lewis et de Charles, dire qu'il y en a un qui part en dur et l'autre en médium, ça prouve quand même que ça s'est discuté au sein de Ferrari de la même manière que Mercedes. Sauf que le problème n'est pas le même du tout. Il y en a un qui on peut imposer les choses, et l'autre qui est le numéro 1. Là, c'est vraiment deux numéros 1 qui sont arrivés à le faire. Donc, je vois pas en quoi il faut... Et la com de Fred, c'est la com de Fred. Et d'un autre côté, c'est peut-être la meilleure com pour faire baisser la pression italienne. Avec une belle bonhomie. L'année dernière, on annonçait que pour sauver sa saison, Justine
Une victoire à Monaco et Monza était nécessaire. Cette année, ça semble un peu compliqué pour Monaco. Hein. Ça semble compliqué, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'au début de cette émission, on voyait plutôt l'inverse. On voyait une attitude, c'était plutôt de la part d'Hamilton, on voyait une lassitude qui était vraiment très forte à la fin des courses, en Il y avait entretien. vraiment l'impression. On le sentait vraiment pas bien par rapport à Leclerc, qui était un peu blasé aussi, mais plus optimiste. Et là, je trouve qu'il y a vraiment, ce week-end, j'ai vraiment vu une inversion des attitudes. On voit plutôt justement l'état d'esprit de Charles qui est très négatif versus Lewis qui regagne peut-être en confiance. Ou alors c'est peut-être une attitude parce qu'il n'a pas le choix, surtout que là, on est en territoire des Ferrari, donc c'est pas facile. Mais c'est intéressant de voir, je trouve, ce changement d'attitude et je me demande comment ça va se répercuter sur les prochaines courses pour les deux, surtout quand on voit là des stratégies qui diffèrent et qui peuvent justement aller au détriment de la performance d'un des deux pilotes, comme on l'a vu ce week-end. Donc bon courage pour Monaco. Ouais, j'ai hâte d'être à Monaco, ça tombe bien, c'est le week-end prochain. Oui, Guillaume, pour conclure. Ouais, juste dire un truc de manière générale sur le Grand Prix. En vrai, ça fait du bien d'avoir un circuit avec des graviers. Parce que au moins, quand tu te fais tasser, tu sors, t'es vraiment pénalisé. Quoi. C'est pas comme s'il y avait en fait encore le Les bitume. limites de piste. Ouais. Oui, je trouve que c'est bien, c'est des circuits à l'ancienne, et en fait, tu es vraiment pénalisé quand tu sors de la piste, et je trouve ça plutôt bien. Voilà. Ouais, comme Gasly. Comme Gasly. Exactement. Bah oui. Allez. So box, 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 box. Allez, place maintenant au moment que vous attendez tous, les amis. C'est votre rubrique préférée, je le sais surtout, Justine. C'est l'heure du quiz dont refait la F1. Alors, un quiz spécial Grand Prix d'Imola. Émilie-Romagne, il a plein d'appellations possibles. Grand Prix de San Marin. Il s'appelle Grand Prix de San Marin jusqu'à 2006. Ouais, il a changé de nom. Et après, il est devenu Émilie-Romagne. Et vous Parce savez qu'en fait, pourquoi on n'avait pas le droit d'avoir deux Grands Prix dans un même pays. Et donc, en fait, il y a une principauté qui est au cœur de l'Italie. Et donc, ils ont utilisé ça. Et on ne pouvait pas nommer un Grand Prix autre par une région. C'était forcément Exactement, le nom, pays. le Grand Prix du pays. Le quiz n'a pas encore commencé. Là, vous donc avez on révisé va tous voir les deux. votre science dans quelques minutes. je Alors, suis allé préparez, à faites Imola. chauffer les neurones, les amis. En tout cas, plus fort que les pneus tendres de chez Ferrari. Cette question, Elle était bien. Elle était bonne, celle-là. pas une Good de job. moins. Good job. Oui. Pour tester vos connaissances, piéger vos potes et surtout savoir si vous êtes un vrai pilote du paddock Oh. ou un simple commissaire de piste. On va voir du dimanche. En préambule, je voulais m'excuser pour ma petite erreur la semaine dernière. Mario Andretti n'est pas le premier, mais le dernier pilote américain. C'est ce qui avait marqué sur ma fiche. J'avais marqué dernier, j'ai prononcé pilote. Dernier pilote américain, champion de F1. Le premier était bien sûr Phil Hill. Mea culpa. Est-ce que vous êtes prêts, madame, messieurs? Let's go. Bah oui. Attention, un quiz donc spécial Imola. Un pilote. Je suis un pilote de F1 des années 80 et 90. En 1989, à Imola, je me crache au même endroit que mon ami Ayrton Senna en tirant tout droit dans la courbe Prost. rapide de Tamburello sur ma Ferrari. Tu as dit Prost. Non. Ah, Sur une Ferrari, mais c'était pas Alain Prost. J'écoute pas Guillaume. 89. Je ne triche pas. L'année suivante, je rejoins Derrière. Senna chez McLaren. Je l'ai. Hein. Un pilote ou en couleur. Ma dernière victoire remonte à 1997. C'était à Hockenheim sur une Benetton Renault. Après Ferrari, j'ai été chez McLaren, Ferrari et Benetton Renault, côté de Jean Alési. Tu peux revenir? Je lui donne ma réponse, hein, il peut. En 2006, je prends la direction de Toro Rosso. Un pilote autrichien. Gerhard Berger. Gerhard Berger, je vous ai bien Dommage, dit. je l'avais juste après, quoi. Bonne réponse Déçu. de Don Camille. Un point fort. donc pour Don Camille. Tellement Trop déçu. fort. Il était dur, hein, celui-là. Guillaume l'avait. Bah oui, je l'avais. Ouais, mais il fallait dire tout. Il faut pas. Pourquoi L'improst? Bah je sais pas, Ami, Senna, machin, Il est Imola. pas J'ai été sorti trop un vite, tu vois, Tamburello, j'ai été trop vite. Tant mieux pour nous. J'ai été trop vite, ouais. Non, t'es Allez. matrixé, c'est différent. Ouais. Alors, on reste sur un pilote et on reste sur un pilote français cette fois-ci. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Alors, je suis un pilote français. Écoutez bien. Je suis le premier pilote français à remporter le Grand Prix d'Imola en 1990. Pironi. tombé. Pironi. Ah merde, c'est pas. Didier Pironi, bonne réponse de Don Pironi, Camille. bien sûr, Pironi. Excellent, Don Camille. Pour la 4 Ferrari. Et le duel contre Villeneuve. Ah ouais. Ah. Et après, la course. Cette année-là, je suis pilote Ferrari, Flo. déjà. Et cette année-là, mon coéquipier est Gilles Villeneuve, le regretté Gilles. Et cette année-là, je suis victime d'un terrible accident, Didier Pironi, lors des essais du Grand Prix d'Allemagne. Et j'ai failli être champion du monde à quelques points près, derrière Keke Rosberg, Didier Pironi.
Qui est champion du monde cette année-là, d'ailleurs. Oui, Keke Rosberg. Je suis un pilote, cette fois, champion du monde. Écoutez bien. Mon pseudo est Franz Herrmann, au volant d'une Ferrari. Max Verstappen. Non. Ah, bah non, mais Franz Herrmann, ce week-end, alors, on va resituer Franz Herrmann. Oui. Il a pris le volant ce week-end d'une Ferrari GT3, enfin, Le week-end la dernier, semaine dernière au Nürburgring, la semaine dernière, pour tester un des véhicules de son écurie. Il a battu le record de la piste d'ailleurs. Il s'agit bien sûr de Max Verstappen. J'ai remporté 4 éditions d'affilée du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Jolie performance de la part de Maxou. J'ai réalisé toute ma carrière dans la filière Red Bull et je suis quadruple champion du monde. Il s'agit bien sûr de Max Verstappen, brillant vainqueur ce week-end. Bah alors, Justine. Mais si, mais dès que tu as dit, mais il va être trop vite. Oui, mais il faut. J'ai pas la même tension que Laurent, je trouve. Oui, je pense que voilà. À nouveau, je suis un pilote champion du monde. Je l'ai. Attention. Je suis le recordman des victoires du Grand Prix de Choumi. Imola avec 7 victoires. Je l'avais aussi. Est-ce qu'on peut accepter en régie Choumi? Bonjour la régie. Oui. Vous acceptez la victoire Choumi, ça va Ah oui, non. Coucou les beaux gosses. Vous acceptez Choumi. Alors ça donne quoi en termes de... Parce que là je suis perdu au niveau des points. J'avais 3 réponses. Si vous avez noté. Je suis dégoûté. Ouais. Je reste en week-end. 5 pour Alain. 8 pour Laurent et 5 pour Alain. Mhm. Ah ouais. Non, attends, pas 5 pour Alain. Comment ça? Oui, 4 et 1. 4 Vas-y, et 1. ouais. Ah, autant pour moi. Ah oui, il a eu pire. Bon, alors, très bien. Donc Michael Schumacher, recordman des victoires au Grand Prix d'Imola avec 7 victoires. Ma première victoire remonte à 1994. Terrible édition sur sa Benetton Renault, suite au tragique accident notamment d'Ayrton Senna. Mes 6 autres victoires seront toutes au volant d'une Ferrari. Et je suis septuple champion du monde, le grand Michael Schumacher. Alors celui-là, il est plus difficile à trouver, j'avoue bien. Je vous donne un indice, il est italien. Je suis un pilote italien. Ah, c'est Alain qui va gagner. Pas 13. Ricardo Patrese, j'ai même pas posé la première question, c'est énorme. Allez. Mais non, mais je me gagne, dis, là. tu vas dire qui a gagné, machin. Je suis le pas dernier 25, pilote hein. italien à avoir remporté le Grand Prix d'Imola en 90, Ricardo Ah oui. Patrese. Cette année-là, je suis au volant d'une Williams Renault. Regardez qu'il était beau. Cette année-là, mon coéquipier est Nigel Mansell et mon prénom est Ricardo fort. Patrese. Et il reprend, il est à égalité là avec Laurent. hein. Non, il a un point d'avance. En Bravo. régie. Il a 9. 9 points pour Alain et 8 pour Laurent. Voilà, c'est chaud. hein, Ah, c'est chaud. c'est chaud là. Bon, alors, Eric, il faut revenir. Ouais. Allez, on enchaîne avec un pilote français. Je suis le second pilote français à avoir rempli le Grand Prix d'Imola à Saint-Marin en 83. Prost. Non. Tombé. Patrick Tambay. Putain, je l'ai dit Bonne tout à l'heure. réponse. Je l'ai dit tout à l'heure, putain. Patrick Tambay, bonne Bien réponse joué. de Don Camille. Cette année-là, je pilote encore déjà une Ferrari. Avant de devenir Jean un Gratton. pilote de circuit, j'ai été un champion de ski junior. Voilà, on le voit à côté de Jean Reconverti. Gratton, le dessinateur du génial Michel Vaillant. Et j'ai commenté la Formule 1 pour la radio RMC, mais également pour Canal+. Le génial Patrick Tambay. Allez, pour la beauté du On a geste. rencontré En régie, le qui- fils il y a 3 semaines. Voilà. Qui est le vainqueur cette semaine en régie? C'est Alain. C'est Alain et pas Guillaume. Alors on Avec 13 applaudit points. Alain, s'il vous plaît. Bravo Alain. Large victoire. Pour redorer la de Don Ferrari. Camille. Non, je remercie Olivier qui, pour une fois, posait des questions sur des années passablement antérieures à la naissance de Guillaume. Pas simplement. ouais. Ouais, mais c'est pas une excuse. Allez. Je prends pas cette. Merci Alain, mais je suis très frustré et énervé contre moi-même. Je vous Je réserve suis comme une- les Ferraristes avec la voiture en ce Je moment. vous réserve une petite question subsidiaire pour permettre à Guillaume de rattraper un petit peu Oui. la manquance de ces dernières semaines. On le sent moins motivé qu'avant. hein. Peut-être que c'est le voisinage de Justine qui le perturbe. On dira ça. À combien de reprises le circuit Autodromo Enzo et Dino Ferrari a accueilli le championnat du monde de Formule 1? La réponse la plus proche, le chiffre à gagner. Ah, Combien de combien fois la Formule 1 à Imola durant toute sa carrière? Allez Laurent, on commence avec toi. 30. 30. Bah non, en fait, c'est. 31. 31 pour... Moi, je te le dis, c'est 19. J'aurais dit 12. Non, pardon, laisse-moi. Et repose un peu la question. 29, Ah, 29, pardon. Ok. Eric. Aucune idée, donc j'ai 27. Eh ben c'est 34 et c'est encore Ah Don ouais. Camille qui gagne, c'est énorme. C'est trop Bravo fort. Don Camille, moi je dis bravo. Putain, tiens, vraiment- franchement, tu es Arrête. pas sympa là-haut. J'ai vraiment perturbé pour le coup. Ah, c'est un truc qui a été créé en 53, je crois, ou Ah, c'est 57. Il faut que je C'est révise. un trop sans nul. faute de Don Camille et on Arrête, enchaîne la tout de suite première, avec c'était la hyper minute dur. Insta. La minute Insta, regardez, on annonçait, du moins Zach Brown affirmait dans la série Drive, tu surveilles sur NFX, que la F1 entrait dans l'ère
Norris, regardez après la domination de Senna, Schumacher ou encore Hamilton, regardez les réactions d'Oscar Piastri et Max Verstappen. Ça te fait pas rire Si, c'est... Non, encore une fois, il a roulé avec une voiture, historique, Zach Brown ce week-end. Ah. Et, c'est pas random. Thierry Boutsen a roulé avec une Marose. Ça nous fait plaisir. Mais non, tu parles de Zach Brown. Bah oui, mais regardez ces images. Mais juste Norris, il a 13 points de Piastri avec dans un moment dur pour lui. Alors, on a trouvé des images exclusives, les amis, de la caméra embarquée de Lewis Hamilton que vous n'avez pas vue sur Canal ce week-end. Durant sa, on peut lancer, je vais commenter en direct. Durant sa remontée à Imola, regardez, c'est impressionnant. La vitesse de la Ferrari. Bon, au niveau aérodynamique, c'était pas encore ça. Au niveau moteur, il y a du potentiel. C'est marrant qu'on parle autant de cette remontée alors qu'on a vu Piastri faire une remontée extraordinaire en course en affrontant le trafic et Yuki qui est parti dernier et qui est remonté dans le top 10. Piastri, en fait, le mec avait des pneus. Oui, peut-être, mais je trouve que c'est marrant de. Je sais que c'est un exploit extraordinaire pour Ferrari, pour les mises dans le contexte. Mais tu vois, il y a eu d'autres remontées fantastiques. Et tu commences à être pollué par Guillaume, là. Va falloir. C'est difficile. Et dernière petite pépite qu'on a trouvée sur Instagram ce week-end. Regardez, encore Ferrari, désolé, donc Camille, qui a testé une nouvelle source d'énergie renouvelable. Regardez. Je me suis dit, ils vont pas oser la sortir. Ben si, la manière dont ça s'appelle se retourner dans sa tombe, c'est une manière de régénérer le moteur Ferrari. Allez, on souhaite à Ferrari beaucoup de bonheur la semaine prochaine à Monaco. On va en parler dans un instant avec les pronos. Les pronos avec notre partenaire de cette émission Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax, donc qui donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. On va commencer par le bonus numéro 1. Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 200 €. Quant au bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Rien à voir avec ORLM. ORLF F1. Comment ça marche? Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 pour profiter de 10 € supplémentaires. Il suffit de placer votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Vous pouvez vous inscrire sur Winamax et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de cette vidéo, juste en dessous, ou la description du podcast dans Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Attention, cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à notre sponsor donc, Winamax. Retour en vidéo sur vos pronos de la semaine dernière pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Qui avait le trio gagnant? On va partir pour une victoire de mon petit Max, Piastri et 3e. Russell. Norris en 1. Piastri va quand même assurer la 2e place pour McLaren et restera de peu leader du championnat. Et puis, pour faire plaisir à Deres Queen, Verstappen sera 3e. Il faut avoir un peu de courage ou de folie. Hein. Je vais mettre. Attention à ce que tu dis. Piastri. C'est ça la folie, Piastri. Tu te fous de moi, Oh, le petit joueur. Verstappen. Oh, vraiment Hamilton. Oh. Ah. Alors là, pour le coup, premier gros point. Si tu mets encore Leclerc en premier, je m'en vais. J'arrête cette émission, je te préviens. Donc, on est en Terre Sainte. Premier, Charles Leclerc. Oh, 2e, Oscar Piastri. 3e, Hamilton. Waouh! Et le pape devient le président de la FIA. Oui, comme ça. Mon trio, ce sera Lando Norris en première position. Second, Max Verstappen, suivi d'Oscar Piastri. J'espère que ce sera un beau Grand Prix. Je l'avais dans le désordre, les amis. Allez, vous allez tous vous rattraper. Ouais. Place à présent à vos pronos pour le Grand Prix de Monaco. On commence avec notre team principal. Eric, c'est à toi. Monaco. Alors, on va mettre Max, évidemment, en premier. Et je dirais Piastri et Russell. Donc, Amir. Max, Piastri et Lando. Guillaume. Verstappen, Piastri. Alors, c'est la pression. Putain, c'est du mal à dire Piastri. T'as du mal à dire Piastri. Il y a du mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Et alors, le 13e? Hamilton, non, je rigole. Non, on peut le refaire du coup. Non, tu refais. Okay, je refais, vous couperez au montage. Non, regarde tout. Verstappen, Piastri, Norris. Deres Queen. Maxou, Piastri et Leclerc. Laurent.
Je vais mettre Piastri, Max, Norris. Piastri, Max, Norris. Ok. Et j'espère me tromper en tout cas. Mais bon. Mais non. Je vais mettre Max en premier, suivi de Leclerc et suivi d'Hamilton. Grosse cote quand même. Ah ouais. Grosse cote. Ne pariez pas. Moi, j'y crois. Et puis, petite casse chez les McLaren, on va voir. Allez, c'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour le grand débrief du Grand Prix de Monaco. On a hâte, c'est toujours mon Grand Prix préféré. Et surtout que cette année, il y a 2 arrêts obligatoires, donc il y aura du sport ce week-end. Je vous rappelle que désormais, On refait la F1, c'est tous les lundis, soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube sur YouTube, On refait la F1, ou en cliquant sur le petit bouton. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas les petits pouces. Voilà, merci Justine, merci Guillaume, merci Laurent. Merci donc Ami et merci Eric. À la semaine prochaine. Salut.